Ici, le soleil ne se lève pas doucement, il explose. En milieu de matinée, la surface du Sahara dépasse déjà les 62 degrés Celsius, une température si élevée qu'elle brûle la peau non protégée, si élevée qu'elle déforme le métal qui reste trop longtemps exposé à son éclat. Le sable ne se contente pas de reposer sous le ciel. Il scintille, liquéfié par la lumière, ondulant en vagues semblables à de l'or en fusion déversée sur un continent. La distorsion thermique courbe l'horizon en vagues tremblantes. Les dunes lointaines semblent respirer. L'air lui-même paraît instable, comme si la réalité se détendait à ses frontières. Le vent souffle d'abord comme un murmure, puis comme un architecte. Il arrache des grains de quartz au flanc d'une dune et les déverse en avalanche sur l'autre. Des chaînes de montagnes entières se déplacent centimètre par centimètre. Une dune qui était là l'an dernier sera peut-être ailleurs demain. Rien de figé ne subsiste. La terre n'est pas immobile. Elle est sculptée en temps réel. Au ras du sol, le sable raconte une autre histoire. Des fissures sillonnent les plaines d'argile à nu, telles de la porcelaine brisée. Chaque crevasse témoigne de l'évaporation, de l'eau qui a jadis disparu. Dans le silence, le moindre mouvement est lourd de sens. Un simple grain de sable qui tombe au ralenti semble monumental. Puis, le mouvement. Au sommet d'une colline en flammes, un fennec solitaire apparaît. Ses pattes effleurent à peine le sol. Ses oreilles immenses luisent d'un rose pâle, perçant le fin pelage sillonné de vaisseaux sanguins destinés à dissiper la chaleur. Il s'arrête un instant, scrutant un paysage désertique, sans abri, sans arbres, sans pitié. Son corps projette une ombre courte et nette, seule forme sombre dans un monde d'une lumière aveuglante. Des mirages fleurissent au loin, des lacs scintillent, s'animent, puis disparaissent. Des tours de ciel inversées se dressent à l'horizon. Pour des yeux assoiffés, l'illusion se fait géographie. Mais rien ne les attend là-bas, si ce n'est une chaleur encore plus intense. Le renard descend la dune. Derrière lui, le vent se lève. À l'horizon lointain, un mur se forme, une barrière de poussière s'élevant à des milliers de mètres dans l'atmosphère. Une tempête de sable s'intensifie, engloutissant le ciel et le soleil d'un seul front. Le son arrive tardivement, un grondement sourd qui se transforme en un fracas assourdissant lorsque des milliards de grains s'entrechoquent dans l'air. Ici, le silence n'est pas synonyme de paix. C'est une pression. C'est un manque de compassion. Chaque organisme doit calculer sa survie en fonction de la température, de la soif et du temps. Ce n'est pas un désert aride. C'est un creuset de culture. Bienvenue dans le Sahara extrême. À midi, le Sahara est un four. À minuit, un congélateur. Le même sable qui brûle à 50 degrés Celsius sous le soleil peut libérer sa chaleur dans le ciel sec et vide après la tombée de la nuit, chutant presque à zéro avant l'aube. Aucun océan à proximité pour amortir le choc. Aucune forêt pour retenir la chaleur. Ici, la température ne fluctue pas, elle oscille violemment. Chaque créature vit entre ces extrêmes. L'eau n'est pas qu'une simple ressource, c'est une monnaie. C'est du pouvoir, c'est du temps. Une seule gorgée peut signifier un jour de vie supplémentaire. Si l'on en perd trop, le désert entame sa silencieuse reconquête. Sur une vaste plaine de gravier, une gazelle d'orca se déplace avec précision. Ses sabots effleurent à peine le sol. Elle ne gaspille pas d'énergie en bond, sauf contrainte. La gazelle boit rarement. Elle absorbe plutôt l'humidité des buissons épars qu'elle choisit avec soin. Chaque bouchée est mesurée, chaque pas calculé. Ici, point de couvert, point de hautes herbes, point de fourré. L'horizon s'étend à perte de vue. La sécurité repose sur la distance et la vigilance. Très haut, au sommet d'une colonne thermique invisible à l'œil nu, un hibou grand-duc du désert scrute l'horizon. Ses ailes frémissent à peine. De cette hauteur, rien ne lui échappe. Une tique dans le sable, le mouvement d'une oreille, un battement de cœur exposé dans un paysage sans refuge. Mais le danger ne vient pas uniquement du ciel. À demi enfouie au pied d'une dune, une vipère à cornes reste immobile. Seuls ses yeux et ses petites cornes supraorbitaires émergent du sable. Elle ne chasse pas, elle attend. Sa température corporelle est identique à celle du sol. Pour sa proie, elle fait partie intégrante du paysage, une vaguelette parmi les vaguelettes. Au coucher du soleil, un autre chasseur s'éveille. Un fennec émerge de l'ombre de son terrier. Ses oreilles immenses frémissent indépendamment les unes des autres,
cartographiant le désert par le son. Sous le sable, un scarabée s'agite. Une gerbille gratte. Le renard incline la tête, triangulant les alentours avec une précision étonnante. Le timing est crucial. Si l'on arrive trop tôt, la proie a disparu. Si l'on arrive trop tôt, l'occasion s'évanouit dans l'obscurité. La gazelle relève la tête, le hibou ajuste son vol plané, la vipère resserre ses anneaux invisibles. Dans le Sahara, la survie est une chorégraphie sans répétition. Prédateurs et proies partagent le même espace, séparés par une fraction de seconde. Point de forêt où se fondre, point de rivières à traverser. L'immensité de la Terre amplifie chaque décision. Le jour est dédié à l'endurance, la nuit au calcul. Et entre le four et le gel, la vie trouve son équilibre, tranchant comme une épée. Le Sahara n'est pas qu'un désert, c'est un continent à l'intérieur d'un continent. S'étendant à travers l'Afrique du Nord en une vaste étendue ocre, le désert couvre plus de 9 millions de kilomètres carrés, une superficie si immense qu'elle rivalise avec celle des États-Unis continentaux. Des rivages atlantiques de la Mauritanie à la côte égyptienne de la mer Rouge, des abords de la Méditerranée au Sahel, il occupe des territoires en Algérie, en Libye, au Tchad, au Mali, au Niger, au Soudan, en Tunisie, au Maroc et au-delà. Les frontières politiques existent sur les cartes. Le désert, lui, les ignore toutes. Vu de l'espace, le Sahara apparaît presque uniforme, un océan d'un or pâle. Mais sur Terre, c'est une mosaïque d'extrêmes. Il y a les ergs, vastes étendues de sable où les dunes s'élèvent comme des vagues figées, certaines dépassant les 150 mètres de hauteur. Le vent les sculpte en croissant, en crête et en formation étoilée, leurs pics acérés se détachant sur le ciel. Ici, le paysage est en perpétuelle évolution. Rien n'est permanent. Entre ces océans mouvants s'étendent les plaines désertiques, vastes étendues de graviers pavés de pierres sombres polies par le soleil. Ce sont les sols arides du désert, où le vent a balayé les particules les plus fines, ne laissant derrière lui qu'une armure rugueuse de cailloux et de rochers. Ici, les pas crissent sous les pas. La chaleur rayonne vers le haut en voiles scintillants. Et puis il y a les hamadas, ces imposants plateaux rocheux sculptés par l'érosion millénaire. Désolées et arides, elles évoquent la surface d'une autre planète. Les falaises se fracturent en profonds ouais, vallées fluviales asséchées où l'eau semble se cacher, mais où elle est rare. Mais cette sécheresse implacable n'est pas éternelle. Il y a entre 6000 et 10 000 ans, le Sahara était verdoyant. Les pluies de mousson s'étendèrent vers le nord, transformant les dunes en prairies et en lacs. Des rivières creusaient des lits dans ce qui n'est plus aujourd'hui que roches arides. Des troupeaux d'animaux parcourèrent les savanes. Les premières communautés humaines ont peint des scènes de bétail, de girafes et de nageurs sur des parois rocheuses qui s'avancent désormais dans l'abîme. Dans ce qui n'est plus aujourd'hui que du sable désertique, des paléontologues ont découvert des fossiles de crocodiles, créatures qui nécessitent un approvisionnement constant en eau. Leurs ossements anciens reposent enfouis sous des dunes qui leur seraient fatales en quelques heures de nos jours. Des lits de lacs asséchés depuis longtemps laissent des traces minérales visibles du ciel. Sous la surface, des nappes phréatiques conservent encore des vestiges de ce passé plus humide, l'eau souterraine étant scellée comme un souvenir. Le Sahara n'est pas statique, il évolue au rythme des temps géologiques. Le changement climatique fait basculer l'équilibre entre verdure et or, entre abondance et austérité. Le désert que nous voyons aujourd'hui n'est qu'un chapitre d'une histoire bien plus longue, écrite par les cycles orbitaux, les courants océaniques et les marées atmosphériques. Mais pour l'instant, les pluies ont cessé, les rivières ont disparu, les prairies ont laissé place au sable et aux pierres. Aujourd'hui, seuls les survivants les plus spécialisés subsistent. À 136 degrés Fahrenheit, la survie ne dépend plus de la force, mais de la chimie. La chaleur tue d'abord silencieusement. Les protéines, ces machines microscopiques présentes dans chaque cellule vivante, commencent à se déformer. Lorsqu'elles se dénaturent, elles se décomposent et cessent de fonctionner. Les enzymes lâchent prise, les muscles s'affaiblissent, les organes s'affaiblissent. Ajoutez à cela la déshydratation. Le sang s'épaissit, la circulation ralentit et les systèmes de refroidissement s'effondrent. Dans la plupart des environnements, transpirer permet de gagner du temps. Dans le Sahara, transpirer est un fardeau. L'évaporation de l'eau peut rafraîchir le corps, mais elle l'épuise aussi de toute énergie vitale.
Les animaux du désert ont donc développé une stratégie différente. Ils ne gaspillent pas l'eau à essayer de vaincre le soleil, ils l'évitent. À travers une lentille thermique, le désert de Midi luit comme une forge. Sa surface irradie une intensité incandescente. Mais sous quelques centimètres de sable, la température chute brutalement. Le monde change de couleur, passant d'un blanc aveuglant à des bleus et des violets plus sombres. Cette fine couche marque la frontière entre la vie et la décomposition moléculaire. Un cinq des sables disparaît la tête la première dans une dune. Ses écailles sont lisses, presque sans frottement. En quelques secondes, il cesse de ramper et se met à nager. Ses membres se replient étroitement contre son corps, tandis qu'il ondule sous la surface, se déplaçant dans le sable comme un poisson dans l'eau. Sous terre, isolé de la chaleur intense qui règne à la surface, sa température corporelle se stabilise. D'un point de vue thermique, seule une ombre légère et mouvante trahit sa présence. Non loin de là, une gerbille, tout en pattes et tendue, attend la nuit pour sortir. Le jour, elle se réfugie dans un terrier hermétique, bouchant l'entrée pour emprisonner l'air frais à l'intérieur. Ses reins sont d'une efficacité remarquable, extrayant la moindre goutte d'humidité de sa nourriture. Elle ne transpire pas, elle ne gaspille rien. À la tombée de la nuit, lorsque le sol se refroidit, elle se met en mouvement, parcourant les terrains découverts par bonds agiles qui minimisent le contact avec la terre brûlante. Même les plus petits habitants du Sahara obéissent à ce rythme. De sombres coléoptères ténébrionides, recouverts d'une carapace, se déplacent avec précaution sur les dunes aux heures les plus sûres. Certaines espèces dressent leur corps sur leurs longues pattes, s'éloignant ainsi de la surface brûlante. D'autres escaladent les crêtes des dunes à l'aube, le dos tourné vers les fines brumes côtières, permettant ainsi à des gouttelettes microscopiques de se condenser et de pénétrer dans leur bouche. Lorsque la chaleur devient véritablement insupportable, certaines espèces entrent en estivation, un état d'animation suspendu semblable à l'hibernation mais déclenché par la chaleur plutôt que par le froid. Le métabolisme ralentit, les mouvements cessent, la vie se réduit au strict minimum nécessaire à la survie. Au Sahara, la résistance n'est pas bruyante, elle est microscopique, elle est cellulaire. C'est l'art d'éviter la destruction pas à pas. Le désert ne récompense pas ceux qui luttent contre le soleil. Récompenser ceux qui ont les meilleures idées. À midi, le Sahara se transforme en banc d'essai. Certaines créatures ne fuient pas le soleil, elles le maîtrisent. Le fennec est à peine plus grand qu'un chat domestique, mais ses oreilles peuvent atteindre 15 cm de long. De vastes structures délicates, parcourues d'un dense réseau de vaisseaux sanguins. Sous la lumière de l'après-midi, ses oreilles se transforment en radiateurs. Le sang réchauffé par le corps du renard s'écoule vers l'extérieur, se répandant à travers de fines membranes où l'air évacue l'excès de chaleur. Au microscope, les vaisseaux palpitent et se ramifient comme des rivières pourpres sur la peau pâle. De loin, le fennec paraît fragile. En réalité, son corps est conçu pour maintenir un équilibre thermique optimal. Il ne transpire pas, il halète, certes, mais sans excès. Son rythme est contrôlé, superficiel, précis. Ses respirations rapides évaporent l'humidité de sa langue et de ses voies respiratoires, libérant la chaleur sans perte d'eau excessive. Entre chaque inspiration, il marque une pause. Économiser son énergie est instinctif. Dans ses déplacements, il choisit soigneusement ses angles. Le renard suit les ombres projetées par les petites crêtes et les buissons clairsemés, passant d'une étroite bande d'ombre à l'autre. Même son timing est stratégique. Il concentre son activité aux fenêtres lorsque le soleil est légèrement plus bas, lorsque la surface du sable s'incline de quelques degrés critiques. Sur une plaine caillouteuse, la dachse se déplace d'un pas lent et mesuré. Ses cornes spiralées se recourbent vers l'arrière comme de l'ivoire sculpté, mais son atout le plus important est moins visible, son pelage. Pâle, presque blanc en été, il réfléchit une part importante du rayonnement solaire. Sous ce pelage, une remarquable tolérance à la chaleur corporelle lui permet de retarder la transpiration bien plus longtemps que la plupart des mammifères. Alors que d'autres espèces doivent se refroidir rapidement sous peine de périr, la dachse laisse sa température interne augmenter de plusieurs degrés avant d'activer des mécanismes de refroidissement coûteux. Cette hyperthermie contrôlée réduit la perte d'eau, un pari physiologique qui s'avère payant dans une région sans cours d'eau.
Même leurs casques sont adaptés, larges et espacés pour éviter qu'ils ne s'enfoncent dans les dunes molles, minimisant ainsi l'effort sous une chaleur accablante. Il y a ensuite l'autruche, le plus grand oiseau vivant sur Terre, qui parcourt des terrains où des animaux plus petits seraient paralysés. Ses longues pattes la surélèvent au-dessus des rayonnements terrestres les plus intenses. La peau nue de ses cuisses sert de surface d'échange thermique, rapprochant le sang chaud de l'air. Lorsque les températures atteignent leur maximum, l'autruche ouvre légèrement le bec et effectue un rapide battement de la gorge, faisant vibrer la base fine de sa gorge pour dissiper efficacement la chaleur. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, leur plumage ne sert pas uniquement à les protéger du froid nocturne. Le jour, ils créent une couche d'air ombragée près de la peau, réduisant ainsi l'exposition directe au soleil. Lorsque le vent change, l'autruche ajuste subtilement l'orientation de son corps, minimisant son exposition et optimisant son refroidissement. Ce ne sont pas des caractéristiques aléatoires, ce sont des solutions inscrites dans la chair et le sang. Au Sahara, l'anatomie est le destin. Chaque ver, chaque plume, chaque cheveu porte la mémoire d'une sélection sous un soleil impitoyable. Mais même les maîtres de la lumière du jour finissent par capituler. Au coucher du soleil, un autre royaume apparaît. Le changement est brutal. Une heure, le sable irradie une fureur contenue. L'heure suivante, il expire. Alors que le soleil disparaît à l'horizon, la température commence à chuter. 10 degrés, 20, presque 30. La chaleur se dissipe dans le ciel sec et limpide avec une rapidité étonnante. L'air se fige. Le vent qui charriait jadis le sable brûlant s'apaise. Un calme immense et suspendu s'installe sur les dunes. Le Sahara, la nuit, n'est pas seulement plus frais. Il se métamorphose. Là-haut, le ciel s'ouvre sur une clarté inouïe. Presque sans humidité pour diffuser la lumière, les étoiles se distinguent avec une précision cristalline. La Voie lactée s'étend au-dessus de nos têtes comme du sel répandu sur du velours noir. Les constellations brillent ici plus intensément que dans la plupart des endroits de la Terre. Pas de lumière de ville, pas de brouillard, pas de brume, juste l'immensité. Au sol, le sable qui brûlait autrefois se refroidit rapidement. Un léger givre s'infiltre dans ses couches superficielles. Dans ce monde transformé, un nouveau mouvement se met en place. Un renard de Rupel sort de sa tanière, plus élégant et légèrement plus grand que son cousin, le fennec. Son pelage, argenté sous la lumière des étoiles, se fond harmonieusement dans les dunes éclairées par la lune. D'abord, il avance prudemment, ses pattes s'enfonçant dans le sable frais qui, au fond, conserve encore la trace de la chaleur du jour. Chaque pas est réfléchi. Chaque pause, une écoute attentive. Non loin de là, une gerbille pâle sort la tête de son terrier. Ses vibrisses frémissent, percevant les vibrations qui se propagent dans le sol. En quelques secondes, elle jaillit, sa queue ondulant comme un fin coup de pinceau. Elle cherche rapidement de la nourriture, ramassant des graines emportées par le vent ou laissées de côté par les animaux diurnes. Chaque mouvement est une manœuvre calculée contre les prédateurs qui règnent désormais dans l'obscurité. Sous la lumière ultraviolette, invisible à l'œil nu mais présente dans la nuit du désert, une autre dimension se révèle. Les scorpions se mettent à briller. Leur exosquelette émet une étrange fluorescence bleu-vert comme chargée de l'intérieur. Ce phénomène, dû à la chimie particulière de leur cuticule, les transforme ici en chasseurs fantomatiques. Parmi eux se déplace l'un des plus redoutables, le scorpion, ce prédateur mortel. Jaune pâle et presque translucide, il avance avec une précision chirurgicale. Ses pinces sondent le sable. Sa queue se dresse au-dessus de sa tête, son dard prêt à frapper, porteur d'une neurotoxicité affûtée au fil de millions d'années. Au-dessus de ce théâtre terrestre silencieux, des ailes fendent l'air sans un murmure. Un hibou grand-duc du désert plane entre les dunes, son plumage conçu pour atténuer les turbulences. Le bord d'attaque de ses ailes est dentelé, divisant le flux d'air en courant plus doux. Aucune rafale de vent ne trahit sa descente. Pour la gerboise, le danger arrive comme une ombre qui précède le bruit. C'est le quart de nuit. Les spécialistes du jour se réfugient sous terre ou économisent leur énergie. Les habitants de la nuit s'approprient le terrain. La température ne menace plus l'effondrement cellulaire, mais la vulnérabilité demeure constante.
Dans le Sahara, l'obscurité n'est pas synonyme de sécurité. Cela signifie de nouvelles règles. Et sous un ciel resplendissant d'étoiles, la survie se poursuit, plus silencieuse, plus froide et tout aussi implacable. La nuit s'épaissit et le désert s'intensifie. Sur une dune pâle, à peine distincte du sable, un chat des sables se tapit, le ventre presque au ras du sol. Son pelage est couleur de poussière au clair de lune, strié de fines rayures qui se fondent dans l'ombre. Ses larges oreilles, triangulaires, frémissent indépendamment, captant des vibrations trop faibles pour être perçues par l'homme. Plus loin, sous une croûte de sable froid, quelque chose remue. Le chat se fige. Ses pupilles se dilatent en gouffres noirs, absorbant chaque lueur d'étoile. Le désert n'offre aucun refuge, et le chat des sables se fait immobile. Les minutes s'écoulent. Une brise se lève. Le chat avance, une patte posée avec une précision chirurgicale, les orteils légèrement écartés pour répartir son poids, évitant le craquement léger des grains cassants. Une gerbille pâle émerge près de la racine d'un buisson, insouciante de son environnement. Elle commence à se nourrir, agitant rapidement ses minuscules incisives. Les muscles du chat des sables se contractent imperceptiblement sous sa fourrure. Sa queue se raidit pour maintenir son équilibre. La distance est franchie d'un seul mouvement explosif. Le sable jaillit lorsque le chat se jette en avant, pattes avant tendues. Un bref bruit de lutte étouffé, un cri aigu, puis le silence revient aussi vite qu'il avait été rompu. Tous les chasseurs ne misent pas sur la vitesse. Au pied d'une autre dune, une vipère à cornes entame sa lente progression sur le sable. Elle ne se déplace pas en ligne droite, mais latéralement, soulevant des parties de son corps de la surface brûlante et les disposant en boucles alternées. Ce mouvement minimise le contact avec les températures extrêmes et laisse une série de traces parallèles caractéristiques gravées dans le flanc de la colline baignée de clair de lune. Le corps de la vipère est épais et musclé, avec des tons bruns et beige ternes qui rappellent la palette de couleurs du désert. Ses yeux, placés haut, détectent le moindre tremblement. Lorsqu'un petit rongeur s'approche rapidement, le serpent s'arrête net. Il ne siffle pas pour avertir ni ne s'enroule de façon ostentatoire. Le coup est balistique. En une fraction de seconde, la tête de la vipère se projette en avant, ses crochets se déployant pour injecter le venin avec une précision chirurgicale. Le rongeur chancelle, la confusion l'emportant sur la coordination tandis que les neurotoxines envahissent son organisme. Le serpent attend, économisant son énergie, avant de suivre les vibrations qui s'estompent pour saisir sa proie. Ailleurs, un hérisson du désert se faufile dans le sous-bois ras. Plus petit et plus pâle que ses congénères des régions tempérées, il renifle et souffle doucement, fouillant les débris à la recherche de coléoptères et de larves. Ce n'est pas un super prédateur, mais il est implacable. Dérangé, il ne fuit pas immédiatement. Au contraire, il se pelotonne en une boule compacte, piquant, hérissé, formant une véritable barricade vivante. Au-dessus de tous, le hibou poursuit sa patrouille silencieuse. La prédation dans le Sahara n'est pas chaotique. Elle est mesurée, efficace et maîtrisée. L'énergie ne doit pas être gaspillée. Chaque tentative comporte un risque. Chaque échec coûte des calories irrécupérables. Dans l'obscurité, la mort est rapide, mais jamais imprudente. Et les dunes, indifférentes et éternelles, engloutissent les preuves au matin. Dans un pays où il ne reste rien, le mouvement devient une question de survie. Le Sahara n'offre ni cours d'eau permanent, ni pâturage régulier. Les pluies y sont rares et imprévisibles. La végétation y fleurit brièvement avant de disparaître. Rester au même endroit expose au risque de sécheresse. C'est pourquoi certaines espèces adoptent une autre stratégie. Elles deviennent nomades. À l'aube, un petit groupe de gazelles d'orca traverse une plaine de gravier. Leur silhouette se découpe délicatement sur l'horizon. Leur migration n'est pas accompagnée du vacarme assourdissant des troupeaux de gnous. Leurs mouvements sont plus silencieux, plus subtils, guidés par les variations saisonnières des pluies éparses et le vert pâle des buissons au loin. Lorsqu'une tempête effleure une région, les gazelles s'y dirigent. Lorsque le sol est sec, elles repartent. Leur corps svelte est fait pour l'endurance plutôt que pour la vitesse pure. Elles peuvent survivre longtemps sans boire directement, puisant l'humidité des feuilles et des tiges, mais finalement, même les plus robustes brouteuses doivent saisir l'occasion de s'abreuver. Plus profondément dans le désert, la dachse se déplace en groupes encore plus restreints. Jadis répandu, aujourd'hui rare, c'est l'un des animaux les plus spécialisés du Sahara.
Ses larges sabots répartissent son poids sur le sable meuble, évitant ainsi de s'enliser. Il marche lentement, économisant son énergie, parcourant parfois des dizaines de kilomètres à la recherche de jeunes pousses, poussées par des pluies lointaines qu'il n'a peut-être jamais vues directement. Son pelage clair reflète la lumière du soleil et sa physiologie lui permet de supporter des températures corporelles élevées qui mettraient à rude épreuve d'autres mammifères. Le mouvement de la dachse n'est pas précipité, il est délibéré, presque méditatif, une longue négociation avec la rareté des ressources. Et puis il y a le chameau. Le dromadaire, avec sa bosse caractéristique et sa démarche allongée, est devenu indissociable de la vie humaine dans le Sahara. Pourtant, ses adaptations biologiques demeurent extraordinaires. Contrairement à une idée reçue tenace, les dromadaires ne stockent pas d'eau dans leur bosse. Celle-ci est constituée d'un tissu adipeux dense et riche en énergie. En concentrant les graisses en un seul endroit, le dromadaire réduit l'isolation du reste de son corps, ce qui permet une meilleure dissipation de la chaleur. En cas de disette, ces graisses stockées peuvent être métabolisées, produisant de l'énergie et par conséquent de petites quantités d'eau métabolique. Le véritable miracle réside ailleurs. Les chameaux peuvent supporter une déshydratation importante, perdant jusqu'à un quart de leur poids en eau sans conséquences fatales. Leurs globules rouges sont ovales et non ronds, ce qui permet au sang de continuer à circuler même épaissi par la déshydratation. Lorsque l'eau est enfin disponible, ils peuvent en boire d'énormes quantités rapidement sans que leurs cellules n'éclatent. À travers dunes et ravins, ces nomades suivent des itinéraires invisibles, façonnés par la mémoire et l'instinct. Ils perçoivent les variations subtiles du vent, de la végétation et des odeurs. Leur voyage relie des fragments de vie épars au sein d'un écosystème qui, sans eux, serait fragmenté. Au Sahara, le silence invite à l'extinction. Le mouvement est mémoire, le mouvement est prévoyance. Le mouvement, c'est la survie inscrite dans le sable. 2 fois par an, le ciel du Sahara se remplit de voyageurs. Ils n'arrivent pas en tant que résidents, mais en tant que personnes prêtes à prendre des risques. D'Europe et d'Asie occidentale, les rapaces migrateurs descendent vers l'Afrique, suivant des routes de vol ancestrales et instinctives. Buses, busards des roseaux, aigles bottés, ailes déployées, s'élèvent en spirale, portés par les courants ascendants d'air chaud. Ces thermiques sont des ascendances invisibles qui s'élèvent en spirale depuis le sol chauffé par le soleil. Sans eux, le voyage serait impossible. Battre des ailes sur des milliers de kilomètres épuiserait leurs réserves vitales. Ainsi, les oiseaux montent, planent, descendent, puis remontent. Une véritable chorégraphie d'air et de patience. Sous elle s'étend l'une des régions les plus impitoyables de la planète. Il n'y a pas ici de canopée forestière riche en proies. Il n'y a pas de zones humides grouillant d'amphibiens. Pour de nombreuses espèces, le Sahara n'est pas une destination mais une barrière. Des volées de guêpiers d'Europe rasent les dunes dans un balai de teintes turquoise, dorées et châtain. Leurs ailes pointues fendent l'air sec tandis qu'ils se dirigent vers le sud. Ils se nourrissent au gré des vents, attrapant des insectes, mais les occasions se raréfient à mesure que le désert s'enfonce. Plus ils volent loin, moins ils ont de chances de reconstituer leurs réserves de nourriture. Plus haut encore, les cigognes blanches planent en longues lignes régulières, le cou tendu et les pattes pendantes comme des pendules. Elles battent rarement des ailes. Elles se fitent aux courants ascendants, s'adaptant subtilement au mouvement de l'air sous elles. Certaines longent les côtes pour raccourcir leur trajet. D'autres empruntent une voie directe au-dessus des plages de sable, réduisant la distance mais augmentant les risques. À midi, les courants thermiques s'intensifient. Les oiseaux s'élèvent sans effort en large spirale, parfois des centaines partageant une même colonne invisible. Mais lorsque le soleil se couche et que l'air se refroidit, l'ascendance disparaît. Le ciel se referme. Désormais, la survie dépend des réserves énergétiques. Un jeune rapace, sous-estimant la distance, vacille. Ses ailes battent péniblement. Il descend en arc de cercle de plus en plus large, cherchant une proie là où il n'y en a pas. Le sable n'offre ni perchoir ni ombre. S'il atterrit trop loin de la lisière du désert, l'épuisement pourrait lui être fatal. Ses chances de survie se réduisent à un fil, mesurable en grammes de graisse et en minutes de force. Certains n'y parviennent pas. Pourtant, la plupart y parviennent. L'instinct, le sens du timing et la mémoire ancestrale les guident à travers cette immensité, année après année.
Le Sahara est un filtre, implacable mais constant. Seuls ceux qui sont suffisamment calibrés parviennent à le franchir. Et disséminés sur cette étendue se trouvent de rares sanctuaires, des lieux où l'eau rompt la monotonie de l'or, où les palmiers s'élèvent comme des points verts au-dessus du sable. Oasis, îlot de répit dans un océan de chaleur. Sous la surface brûlante du Sahara, l'eau vous attend. Elle ne coule pas en rivière visible, elle ne scintille pas sous le ciel ouvert. Elle repose profondément dans le sable, emprisonnée dans de vastes aquifères souterrains, d'anciens réservoirs formés lorsque ce désert était verdoyant. Une partie de cette eau est tombée sous forme de pluie il y a des milliers d'années, s'infiltrant et se retrouvant piégée sous des couches de roches. C'est une eau fossile, plus ancienne que la mémoire. Les fractures géologiques lui permettent rarement de remonter. Une oasis semble presque un mirage figé, une soudaine éruption de verre sur un fond d'or infini. Les palmiers dattiers s'élancent vers le ciel, leurs feuilles déployées en un défi délibéré au soleil. Leurs racines plongent profondément à la recherche d'humidité. À leur ombre, l'air se rafraîchit peu à peu. La terre s'adoucit. La vie reprend ses droits. Les libellules patrouillent au-dessus des flaques scintillantes, leur corps métallique arborant des reflets bleus et cuivrés sous l'intense soleil. Leur présence est un gage de permanence. Les larves de libellules ont besoin d'eau pour se développer. Elles rasent la surface, leurs ailes vibrant avec une précision mécanique, chassant moustiques et moucherons qui se reproduisent dans les eaux peu profondes. Dans les régions périphériques du désert, là où les oasis rencontrent des cours d'eau plus stables, un varan du Nil glisse silencieusement le long de la rive. Sa langue fourchue remue, détectant des traces chimiques dans l'air humide. La queue musclée pendante, il se déplace entre l'eau et le sable avec une aisance amphibienne, se nourrissant de poissons, d'oiseaux et d'œufs. Ici, le désert perd de son emprise, mais à peine. Lorsque les rares pluies tombent loin des oasis établies, la transformation est soudaine. Les bassins asséchés, appelés weds, sont brièvement inondés, formant des mares peu profondes qui peuvent persister des jours, voire des semaines, avant de s'évaporer. Dessous la boue craquelée, les grenouilles émergent comme appelées. Pendant des mois, voire des années, elles ont patienté dans leur terrier, plongées dans un état de dormance extrême, leur métabolisme réduit à un murmure. Le premier coup de tonnerre, la première saturation du sol déclenche leur réveil. Elles remontent à la surface, se reproduisent rapidement dans l'eau éphémère, pondent leurs œufs en amas gélatineux, puis disparaissent à nouveau avant que les mares ne s'assèchent. Les fauvettes du désert se faufilent entre les roseaux et les troncs de palmiers, leurs petits corps animés d'un mouvement incessant. Elles attrapent des insectes sur l'écorce, plongent pour boire, puis se réfugient dans le feuillage où les ombres brisent leurs silhouettes. Dans le Sahara à découvert, elles sont constamment exposées. Ici, le camouflage devient possible. Mais ces sanctuaires sont fragiles. L'eau s'évapore. Les nappes phréatiques s'épuisent. Les mares se rétrécissent, formant des anneaux humides avant de s'assécher complètement, ne laissant derrière elles que des traces minérales telles des rivages fantomatiques. Au Sahara, l'eau ne conquiert pas le désert. Négociez avec lui, et partout où elle apparaît, même brièvement, la vie répond. L'orage est annoncé bien avant la première goutte. À l'horizon, les nuages s'élèvent comme de sombres forteresses, d'imposantes enclumes forgées par l'instabilité de l'air et l'humidité lointaine. Le tonnerre gronde contre la pierre nue, résonnant sans entrave. Le vent tourne brusquement, apportant l'odeur de la pluie sur une terre qui ne l'a peut-être pas connue depuis des années. Puis le ciel se déchire. Ici, la pluie ne tombe pas doucement. Elle déferle, frappant le sable et la roche avec une force explosive. La terre sèche, durcie par des mois de chaleur, ne peut l'absorber assez vite. L'eau ruisselle à la surface, formant des ruisseaux puis des torrents. En quelques minutes, des oueds déserts, des lits de rivières asséchés et silencieux se transforment en chenaux rugissants d'eau brunâtre et tumultueuse. Des crues éclairs déferlent dans d'étroites vallées, emportant branches, pierres et buissons entiers. La violence est brève mais absolue. Les dunes s'effondrent sur leurs bords. Les plaines de gravier scintillent sous le torrent soudain. Le désert, encore si récent, avance avec une force irrésistible. Et puis, aussi vite qu'elle a commencé, la pluie cesse. Les eaux de la crue se retirent, s'infiltrant dans le sol poreux ou s'évaporant sous le soleil réapparu. Ce qui reste semble d'abord anodin,
De la terre humide, quelques flaques d'eau peu profondes nichées dans des creux. Mais sous la surface, quelque chose d'extraordinaire est déjà en train de se produire. Des graines restées en dormance pendant des années réagissent à l'humidité comme si des instructions codées s'activaient enfin. Un accéléré le révélerait de façon spectaculaire. La terre craquelée s'assouplit. De minuscules pousses vertes percent la surface. Les feuilles se déploient dans une chorégraphie fulgurante. En quelques jours, le paysage se pare de couleurs éclatantes, jaune, violet et de brèves floraisons blanches. Le désert fleurit non pas lentement, mais avec une urgence absolue. Les insectes réagissent en premier. Les fourmis émergent de leurs chambres secrètes et réorganisent leurs colonies autour de nouvelles ressources. Les coléoptères se multiplient. Des essaims soudains de termites ailés emplissent l'air de nuages denses et vibrants. Des libellules surgissent comme par magie et patrouillent les mares temporaires désormais grouillantes de larves. Les rongeurs réagissent tout aussi rapidement. Les gerbilles pâles et les gerbilles profitent de l'abondance de graines et d'insectes, accélérant leur cycle de reproduction pour s'adapter à cette situation. Les femelles, qui, en temps normal, retarderaient la reproduction, ont désormais des portées synchronisées avec l'abondance. Ces pics de population se propagent, attirant les prédateurs, attirés par l'odeur et le mouvement. Pendant quelques semaines fugaces, le Sahara vibre d'une intensité palpable. Mais le désert ne mâche pas ses mots. Les flaques se réduisent, les pétales tombent, l'herbe sèche et craque sous la chaleur retrouvée. Ce qui avait germé se rétracte jusqu'à la graine et au terrier. Ici, les crues éclairs ne sont pas des anomalies. Ce sont des réinitialisations, violence et renaissance, condensées en quelques jours. Le Sahara ne se nourrit pas lentement. Il embrase la vie par à-coups, et tout aussi rapidement, il exige à nouveau de la résilience. L'échelle s'effondre dans le Sahara. De loin, le désert paraît vide, un empire de sable et de silence. Mais à mesure que la caméra s'abaisse, zoomant toujours plus près, des grains de sable se dressent comme des rochers, et une autre civilisation se révèle. Ici, les insectes règnent en maîtres. À l'aube, tandis que le brouillard côtier dérive vers l'intérieur des terres depuis la lisière atlantique du désert, un coléoptère sombre gravit la crête d'une dune. Son exosquelette noir absorbe la faible chaleur de la lumière matinale. Parvenu au sommet, il accomplit un étrange rituel. Il soulève son abdomen et abaisse sa tête vers le sable. La posture semble presque cérémoniale, c'est de l'ingénierie. Des aspérités microscopiques sur le revêtement durci de leurs ailes favorisent la condensation. Les gouttelettes d'eau du brouillard s'accumulent et forment des gouttelettes le long de leur dos, s'alourdissant jusqu'à ce que la gravité les attire vers le bas. Elles roulent alors vers les pièces buccales du coléoptère. Ainsi, le désert produit l'humidité non pas grâce aux rivières, mais grâce à l'air. C'est la survie mesurée en millimètres. Tout près, les allées des fourmis vibrent d'activité. De fines files d'ouvrières émergent des entrées dissimulées de leurs nids, chacune transportant des fragments de feuilles, des graines ou des restes d'insectes. Leurs mouvements sont parfaitement coordonnés. Des pistes chimiques, des phéromones, tracent des chemins invisibles sur le sable, guidant des milliers d'entre elles avec une précision quasi algorithmique. Si une fourmi découvre une réserve de graines exposée après une tempête, elle retourne à la colonie, y laissant une trace olfactive plus intense. En quelques minutes, des renforts arrivent. Une source de nourriture disparaît dans un silence discipliné. La colonie survit non par la force brute, mais par la coordination. Parfois, le règne des insectes explose et se transforme en quelque chose de bien plus grand. Les essaims de criquets migrateurs se forment d'abord discrètement, tels des sauterelles solitaires se nourrissant après les rares pluies. Mais sous l'effet de certaines pressions environnementales, leur regroupement déclenche une transformation. Lorsque la végétation refleurit brièvement après de fortes pluies, les sauterelles se multiplient rapidement. À mesure que leur nombre augmente, le contact physique constant, le frottement des pattes, modifie leur biologie. Leurs hormones se modifient. Leur corps fonce, leur comportement change, les insectes solitaires deviennent sociaux, leur appétit s'intensifie, leurs ailes se renforcent, un essaim naît. Ce qui commence par des individus épars peut se transformer en une tempête vivante de milliards d'individus. Du sol, le premier son parvient, un crescendo sec et vibrant comme une pluie lointaine. Puis le ciel s'assombrit. Les criquets s'élèvent en vagues synchronisées, battant des ailes d'un rythme mécanique. Ils dévorent presque tout sur leur passage. Herbes, cultures,
arbustes et même l'écorce. Au Sahara, ces fléaux sont épisodiques mais dévastateurs. Ils ne connaissent aucune frontière entre terres sauvages et cultivées. Une floraison qui nourrissait jadis rongeurs et gazelles devient le combustible d'une invasion aérienne. Le désert, brièvement généreux, retrouve son équilibre par l'excès. Rapprochez-vous encore. Entre deux grains de sable, une minuscule larve de coléoptère ronge des restes organiques invisibles à l'œil nu. Les termites construisent des galeries souterraines qui régulent l'humidité et la température avec une précision étonnante. Les bousiers sculptent des abris sphériques à partir de bouses de chameaux, recyclant ainsi les nutriments dans un sol aride. Les insectes ne se contentent pas de survivre dans le Sahara. Ils le transforment. Ils aèrent sa croûte, dispersent ses graines, décomposent ses ressources rares et constituent la base de presque toutes les chaînes alimentaires. Le renard chasse la gerbille. La gerbille mange les graines. Les fourmis les conservent ou les enfouissent. Tout cet écosystème repose sur la chitine et la patience. Se tenir debout dans le Sahara, c'est ne voir que le vide. S'agenouiller, c'est témoigner de l'empire. Les véritables maîtres de ce désert ne sont pas toujours les plus grands, les plus rapides ou les plus féroces. Ce sont les plus petits, protégés par des exosquelettes et guidés par un instinct plus ancien que les dunes elles-mêmes. Dans le calme entre les tempêtes et les migrations, ce sont les insectes qui maintiennent le désert en vie. Lorsque le soleil est haut dans le ciel et que la plupart des mammifères se retirent, les reptiles prennent le relais. Sur une étendue de pierres plates entre les dunes, un uromastix sort de son terrier. Robuste et recouvert d'écailles imbriquées, il se déplace avec une assurance déterminée. Sa queue massive, entourée d'épines acérées, s'enfonce doucement dans le sable telle une arme médiévale. Contrairement à de nombreux prédateurs du désert, l'uromastix est principalement herbivore. Il se nourrit de plantes désertiques robustes, délaissées par les autres animaux, grignotant les arbustes bas grâce à ses mâchoires émoussées conçues pour déchiqueter les tiges fibreuses. En milieu de matinée, il se positionne à l'entrée de son terrier, mi-ombre, mi-lumière. C'est la thermorégulation en action. L'excès de soleil et de protéines commence à se faire sentir. Le manque de chaleur ralentit sa digestion. Le lézard oscille subtilement entre lumière et ombre, ajustant progressivement sa température corporelle. Menacé, il se réfugie instantanément dans son tunnel, bloquant l'entrée avec sa queue pointue, un bouclier vivant qui le protège efficacement des intrusions. Plus loin, dans un oued asséché, un varan se déplace avec une intention de prédateur. Plus long, plus mince et manifestement en alerte, il agite sa langue fourchue, captant des traces chimiques dans l'air. Chaque mouvement projette des particules odorantes microscopiques vers un organe sensoriel spécialisé situé dans son palais, l'organe de Jacobson qui oriente l'odeur vers une direction précise. Ça s'arrête. Un nid d'œufs enfoui se trouve plus loin. Le varan se met à creuser avec ses puissantes pattes avant, projetant du sable derrière lui. Ses griffes sont recourbées, parfaitement adaptées au creusement. En quelques minutes, le nid est mis au jour. Dans le Sahara, la survie est à la portée de ceux qui savent trouver des sources de nourriture cachées. Sur un éperon rocheux à découvert, un agame transforme le désert en scène. Un mâle, arborant une coloration territoriale intense, un corps bleu électrique et une tête orange vif, entame une série de pompes. Il se soulève et s'abaisse de façon rythmée, son fanon palpitant et sa tête se mouvant avec une précision exagérée. Il ne s'agit pas d'exercice, mais de parade. Les rivaux sont avertis. Les femelles sont impressionnées. La démonstration doit être suffisamment audacieuse pour être vue en plein air, tout en étant assez efficace pour éviter la surchauffe. En contrebas, sur le sable fin, au pied d'une dune, seuls deux yeux cornus percent la surface. La vipère à cornes attend. Son corps gît enfoui, ses anneaux comprimés sous un fin voile de grain. Les cornes, au-dessus de ses yeux, déforment sa silhouette, projetant de petites ombres qui imitent des débris. Une gerbille passe en courant, s'arrêtant pour renifler une graine tombée. La vipère reste immobile. La distance est réduite à des centimètres. Dans un éclair, le sable se soulève. L'attaque est instantanée. Les crocs percent, le venin est libéré. Le serpent se rétracte avant même d'avoir pu pleinement ressentir la résistance. Le rongeur chancelle, les toxines se répandant dans son sang. La vipère le traque non pas à vue, mais aux vibrations, suivant les secousses qui se dissipent dans le sable. Les reptiles ne gaspillent pas leurs mouvements.
Ils mesurent leur énergie comme des compteurs dans un pays en situation de pénurie. Dans les dunes, la survie est une question de sang-froid au sens le plus littéral du terme. Un équilibre entre chaleur absorbée, calories stockées et risques calculés. Le soleil peut dominer le Sahara, mais sur le terrain règne l'équilibre et le silence. Il va là où presque personne d'autre n'ose aller. Le guépard saharien n'est pas seulement une rareté, il relève presque du mythe. Un fantôme qui hante l'un des paysages les plus accidentés de la planète. On estime qu'il en reste moins de quelques centaines, dispersés dans des régions reculées d'Algérie, du Niger et du Mali. La plupart des gens n'en verront jamais un à l'état sauvage. Nombreux sont les voyageurs qui doutent de son existence, mais ils le font. Contrairement à leurs cousins de la savane, les guépards du Sahara se sont adaptés à un monde où la lumière du jour leur est fatale. Leur pelage est plus pâle, presque blanchi par la lumière du désert, et leurs taches sont souvent plus petites et plus dispersées, un camouflage adapté au sable et aux pierres plutôt qu'aux hautes herbes. Leur corps est toujours fait pour la vitesse, mais ici ils l'utilisent avec parcimonie. Il n'y a pas de grands troupeaux à poursuivre, ni de migration prévisible à intercepter. Au coucher du soleil, le fantôme s'éveille. Les pièges photographiques, machines silencieuses et patientes ancrées aux parois rocheuses, ont capturé des indices fugaces. Dans des éclairs infrarouges, une silhouette élancée se détache sur les dunes noircies. Ses yeux reflètent l'argent. Ses longues pattes se meuvent avec une précision fluide. La tête du guépard reste baissée, scrutant le terrain dégagé à l'affût du moindre mouvement. Chasse nocturne. Cela représente une rupture radicale avec la plupart des populations de guépards qui dépendent de la vision diurne pour chasser. Dans le Sahara, chasser en plein jour entraînerait une hyperthermie en quelques minutes. Le guépard du désert, au contraire, est adapté à l'obscurité. Il économise son énergie sous des surplombs rocheux ou dans de légères dépressions pendant la journée et sort lorsque les températures baissent. Une gazelle d'orca broute prudemment sous la lumière des étoiles. Fine et alerte, elle reste pourtant vulnérable dans la plaine. Le guépard avance lentement en minimisant le bruit. Contrairement à l'embuscade explosive du chat des sables ou à la frappe éclair de la vipère, cette chasse repose sur une stratégie calculée. La distance est primordiale. Dans cette nature sauvage et dégagée, le couvert est quasi inexistant. Le guépard s'arrête et ses muscles se contractent. Lorsqu'il court, il le fait avec une efficacité redoutable, fléchissant sa colonne vertébrale comme un ressort comprimé et sa queue faisant office de gouvernail dynamique. Le sable éclabousse à chaque foulée. Pendant quelques secondes, prédateur et proie se mêlent dans le mouvement. Puis, le silence revient. Mais de tels succès sont rares. La densité des proies est faible. Chaque chasse infructueuse consomme de précieuses calories. Chaque erreur de calcul a un prix. Le guépard du Sahara ne peut se le permettre. Il survit grâce à la modération. Sur des images prises de jour par des caméras cachées, on peut l'apercevoir se reposant sous un rebord rocheux, ses flancs se soulevant lentement et ses côtes à peine visibles sous un fin plage. C'est un prédateur adapté à l'abondance, aujourd'hui confronté à la pénurie. Son existence est un paradoxe, une créature synonyme de savanes ouvertes, persistant dans un désert d'extrême. Le guépard saharien n'est pas le maître de ces terres. C'est son témoignage le plus silencieux, la preuve que même sur les terrains les plus hostiles, l'évolution saura créer des possibilités à partir de l'improbable. Et parfois, la survie ressemble à une ombre qui traverse le clair de lune. Au-delà des grandes dunes centrales, là où le Sahara cède la place à la brousse et aux plaines rocailleuses, deux carnivores très différents luttent pour survivre, la hyène rayée et le lycaon. L'une est un charognard solitaire doté d'une grande patience et d'une force herculéenne. L'autre est un chasseur social, taillé pour la coordination et la rapidité. Leurs mondes se chevauchent aux abords du désert, et là où la nourriture se fait rare, ce chevauchement engendre des tensions. La hyène rayée se déplace principalement à la faveur de la nuit. Son dos incliné et sa crinière hirsute lui confèrent une silhouette robuste, presque inachevée. Mais sa caractéristique la plus remarquable se cache à l'intérieur de son crâne. Pression. La mâchoire des hyènes peut exercer une force de morsure immense, suffisante pour briser des fémurs, fêler des bassins et broyer des vertèbres. Pour une hyène, l'os n'est pas un déchet. C'est du calcium, de la moelle osseuse, de la graisse et la clé de sa survie. Lorsqu'elle trouve une carcasse abandonnée par de plus grands prédateurs ou dévorée par le temps,
Elle s'y attelle méthodiquement. Les dents grincent. Le cartilage se déchire. Le craquement des os résonne dans la terre aride. Rien n'est précipité. Rien n'est gaspillé. Contrairement à sa cousine tachetée, la hyène rayée est généralement solitaire dans ces régions. Elle mise moins sur la défense collective et davantage sur la discrétion et le timing. Elle arrive généralement après le chaos, une fois le calme revenu et les autres prédateurs partis. Mais parfois, cela arrive trop tôt. Le lycaon, aussi appelé loupin, est un animal complètement différent. Svelte, aux longues pattes et au pelage tacheté comme une œuvre d'art abstraite, il survit grâce à la coopération. En périphérie du désert, les troupeaux sont plus petits que dans les écosystèmes plus riches. Les proies sont dispersées. L'énergie doit être économisée. Mais lorsque la chasse commence, elle est menée avec précision. Une meute se concentre sur une jeune gazelle ou antilope. Ils ne misent pas uniquement sur la vitesse, ils utilisent l'endurance. Ils poursuivent leur proie jusqu'à épuisement. Chaque chien imite les mouvements des autres, de subtils changements d'angle, des manœuvres de contournement coordonnées. C'est une chorégraphie née de la nécessité. Dès qu'une proie tombe, le repas est rapide et intense. Les lycaons consomment leur proie rapidement car toute attente les expose au vol. Leurs dents coupent efficacement la viande, mais ils ne peuvent pas broyer les os comme une hyène. Les muscles et les abats sont les premiers à être consommés. C'est là que le conflit couve. Dans le cadavre, imaginez une antilope à moitié dévorée sous le croissant de lune. Des chiens sauvages continuent de manger, le museau rouge et les côtes saillantes après la chasse. Une hyène rayée approche portée par le vent. Elle n'attaque pas, elle observe. Elle évalue le nombre d'individus. Les hyènes solitaires affrontent rarement une meute entière de front. Mais si la meute est petite, distraite ou déjà rassasiée, l'équilibre est rompu. Les chiens grognent à la vue de l'intrus. Certains avancent en claquant des dents, la queue dressée. La hyène reste immobile, les mâchoires légèrement ouvertes et la crinière hérissée, un avertissement qui dit « Je peux briser ce que vous ne pouvez pas ». Parfois, le nombre de chiens suffit à l'effrayer. Parfois, ils se retirent une fois leur appétit satisfait, laissant derrière eux des ossements. Et parfois, il y a des confrontations tendues, des cercles, des feintes, des épreuves de courage. Aux abords du Sahara, rien n'appartient longtemps à personne. Les chiens sauvages sont des chasseurs de l'instant présent. La hyène est la gardienne de ce qui reste. Ensemble, ils veillent à ce que même la mort ne soit pas prolongée. Dans un pays marqué par la pénurie, la concurrence n'est pas cruelle. Elle est synonyme de continuité. L'horizon s'assombrit sans prévenir. Pas de nuages, pas de pluie, un mur, Aboub, la forteresse mobile. Un Aboub est le flux sortant d'un orage qui s'effondre, de l'air froid qui descend, percute la surface brûlante du désert et se répand comme un marteau invisible. Ce marteau soulève le sable, puis encore plus de sable. Et finalement, le tout est suffisamment meuble pour obéir aux lois de la physique. De loin, elle paraît architecturale. Un mur vertical de plusieurs kilomètres de large, qui s'avance avec une fermeté inquiétante. Le ciel passe du bleu au bronze, puis à un gris brunâtre suffocant. La lumière s'aplatit. Les ombres disparaissent. D'abord vient le vent, un hurlement ascendant qui vibre à travers la roche et les os. Puis l'impact. Le sable fouette la peau comme du sel. Chaque grain est minuscule, mais des millions d'entre eux provoquent des abrasions. La visibilité se réduit à quelques mètres. L'air lui-même s'épaissit, comme si l'on respirait à travers un tissu. Les empreintes, ces délicates traces de vie gravées dans les dunes, disparaissent en quelques secondes. La piste d'un renard, la trace sinueuse d'un scarabée, le chemin tortueux d'un serpent, effacés. Le désert s'efface de lui-même. Les animaux réagissent plus vite que les humains. Les chameaux s'agenouillent et tournent le dos à la rafale, leurs longs cils plissant leurs yeux en de fines fentes. Leurs naseaux se rétrécissent, filtrant le sable. Ils deviennent des statues de patience. Les renards disparaissent sous terre. Les terriers, creusés pour réguler la température, deviennent des abris contre les tempêtes. Les lézards se coincent sous les rochers, s'aplatissant pour éviter d'être emportés par le courant ou exposés. Les insectes se réfugient dans des crevasses invisibles à nos yeux. Même les oiseaux descendent, repliant leurs ailes, résistant aux attaques venant de derrière les affleurements rocheux. La tempête ne fait pas de distinction. Elle érode les dunes, leur donnant de nouvelles formes, lisse les arêtes des rochers et comble les légères dépressions.
Elle peut ensevelir complètement les petits arbustes. Dans les cas extrêmes, les animaux sans abri peuvent suffoquer sous les congères mouvantes. Une cécité passagère s'empare du paysage. Le soleil se mue en une lueur diffuse. On perd toute notion d'orientation. Le haut et le bas se confondent, tandis que le vent et le sable effacent les repères visuels. Le son est déformé, un sifflement constant accentué par des rafales plus profondes. Le temps passe lentement. Le ralenti modifie notre perception. Les grains de sable se déplacent en nappes, effleurant la surface en vagues coordonnées. Les particules plus grosses rebondissent en de courts arcs de cercle, un phénomène appelé saltation, heurtant le sol et en délogeant d'autres. C'est une réaction en chaîne physique qui se répète sans cesse. Mais la tempête n'est pas permanente. Les aboubs disparaissent aussi vite qu'ils apparaissent. Le mur s'amincit. La lumière filtre à travers la poussière en suspension. Le vent faiblit jusqu'à devenir un murmure. Et ce qui reste, c'est un paysage bouleversé. Les dunes modifient leurs crêtes. Les anciens sentiers ont disparu. De nouvelles crêtes apparaissent là où il n'y en avait pas auparavant. Le désert a remodelé sa surface comme un immense tableau blanc agité par le ciel. Les animaux sortent prudemment. Un renard renifle l'air chargé de poussière. Un chameau se lève et secoue le sable de son pelage. Les oiseaux scrutent à nouveau le ciel. La tempête a aveuglé le monde pendant un temps, mais elle l'a aussi relancé. Au Sahara, même le chaos fait partie du dessin. Si vous séjournez quelque temps dans le Sahara, il vous semblera infini, des dunes comme des vagues figées, des horizons impitoyables. Mais la géologie a un humour espiègle. Le Sahara n'a pas toujours été aussi aride. Il y a eu des périodes où il était vert. Le terme Sahara vert désigne des périodes au cours des dernières centaines de milliers d'années, la plus récente se situant entre 11 000 et 5 000 ans avant notre ère, durant lesquelles l'Afrique du Nord a connu des conditions climatiques beaucoup plus humides. Cette phase est souvent appelée période humide africaine. Ce mécanisme n'a rien de mystique. Il relève de la physique orbitale. L'inclinaison et la précession des équinoxes, phénomène connu scientifiquement sous le nom de cycle de Milankovitch, modifient la répartition du rayonnement solaire sur la planète. Dans certaines configurations, l'hémisphère nord reçoit un rayonnement solaire estival plus intense. Ce réchauffement supplémentaire intensifie la mousson africaine et la déplace plus au nord. La pluie continue, les prairies s'étendent. Les rivières creusent des lits dans ce qui sont aujourd'hui des plaines arides. Des lacs remplissent des bassins qui ne contiennent aujourd'hui que de la poussière. Le Sahara évolue au gré des cycles climatiques. Il n'est pas statique, il fluctue. Dans des lieux comme Tassili-Najer, l'art rupestre raconte une histoire que le sable seul ne saurait exprimer. Girafes, vaches, hippopotames et même nageurs sont peints et sculptés dans la pierre. Nageurs. Il ne s'agit pas d'hallucinations d'archéologues. Ce sont des représentations d'un monde plus humide, d'un paysage capable d'abriter de grands mammifères et des sociétés humaines pastorales. Les images de bétail suggèrent que des cultures pastorales prospéraient là où, aujourd'hui, les pâturages sont quasi inexistants. L'art rupestre ne constitue pas, à proprement parler, une donnée climatique, mais plutôt un témoignage du comportement humain. Les hommes peignaient ce qu'ils voyaient. Leur art ancre la théorie dans la réalité vécue. À son apogée, durant les périodes humides, le bassin qui abrite aujourd'hui le lac Tchad n'était pas un vestige en déclin. Il était immense, parfois appelé méga-Tchad, et couvrait une superficie comparable à celle de la mer Caspienne. Les rives de cet ancien lac sont encore visibles sur les images satellites. Des fossiles de poissons apparaissent loin de la surface de l'eau actuelle. La Terre n'oublie rien. Lorsque la mousson s'est retirée vers le sud, les précipitations ont diminué. Les lacs se sont évaporés, les prairies ont reculé, le désert a progressé. Les populations humaines ont migré vers la vallée du Nil et les régions subsahariennes, transformant ainsi l'histoire culturelle. Le Sahara vert n'est pas un miracle isolé. Il s'inscrit dans des cycles orbitaux récurrents. Le Sahara a alterné entre phases humides et sèches à de nombreuses reprises au cours de centaines de milliers d'années. Mais ces cycles opèrent sur de longues périodes, des milliers d'années. Ce ne sont pas des solutions miracles, ni directement compatibles avec le changement climatique actuel, principalement dû aux émissions de gaz à effet de serre. Mécanismes différents, échelles de temps différentes. Le désert est dynamique, mais pas capricieux.
La théorie du Sahara vert n'affirme pas que les dunes vont refleurir mardi prochain. Elle nous révèle quelque chose de plus subtil. Le système climatique terrestre est sensible à de faibles variations du bilan énergétique. Quelques points de pourcentage dans la répartition du rayonnement solaire peuvent transformer un continent entier. Le Sahara n'est pas que du sable. C'est un souvenir de pluie qui attend, au fond du temps, que le ciel change à nouveau. Le désert n'est pas désert. Des négociations sont en cours. À travers l'immensité du Sahara sillonnent les caravanes Touareg, vêtues de bleu, bergers et commerçants, dont les vies sont depuis longtemps intimement liées aux routes empruntées par les chameaux, le vent et l'eau. Du point de vue de la faune sauvage, ils ne sont pas des conquérants de la terre, mais des acteurs de son rythme. Une caravane de chameaux avance lentement et avec précaution. Leurs sabots s'enfoncent dans le sable grâce à leurs larges et souples empreintes, conçues pour ne pas s'enliser. Les animaux broutent parmi les buissons clairsemés, se nourrissant de ce qu'ils peuvent sans abîmer la terre. La mobilité est essentielle. Rester trop longtemps au même endroit nuit au sol. Les systèmes nomades ont évolué sous la même contrainte que la faune sauvage. La rareté exige le mouvement. Les chameaux sont des spécialistes semi-domestiqués des milieux désertiques. Leurs pâturages se chevauchent avec ceux d'herbivores sauvages, comme les gazelles d'Orca, mais le calendrier et la fréquence varient souvent. Les troupeaux se déplacent au gré des saisons, guidés par leur connaissance des régimes de précipitation et de la régénération des pâturages. Il s'agit moins de propriétés foncières que d'une interprétation adéquate de celles-ci. Les puits d'eau sont des facteurs d'égalité sociale. Une légère dépression, comblée par les pluies récentes ou alimentée par une nappe phréatique profonde, attire toutes sortes de créatures, chameaux, chèvres, gazelles, oiseaux. Une tension palpable règne dans cette proximité, mêlée à une étrange chorégraphie. Les gazelles s'approchent prudemment à l'aube ou au crépuscule lorsque l'activité humaine est faible. Le bétail s'abreuve généralement à heure fixe. La faune sauvage s'adapte. Cette répartition temporelle, où différentes espèces utilisent la même ressource à des moments différents, réduit les conflits. C'est un compromis écologique. Les prédateurs le remarquent, bien sûr. Un point d'eau concentre les proies, mais la présence nomade peut involontairement protéger la faune sauvage de menaces plus importantes, comme le braconnage ou les installations permanentes. La mobilité humaine empêche un développement excessif. Les campements apparaissent et disparaissent sans béton. Ici, la coexistence n'est pas une harmonie romantique, c'est un alignement pragmatique. Les tribus nomades dépendent de cycles de pâturage sains. Le surpâturage aujourd'hui signifie la famine demain. La faune sauvage dépend de zones de broussailles intactes et de corridors d'accès entre les zones d'alimentation saisonnières. Lorsque ces voies restent ouvertes, tant pour les caravanes que pour les gazelles, le système fonctionne. Tout est une question d'échelle. Le pâturage à faible densité peut refléter les schémas de migration naturelle. Les zones d'habitation à forte densité les perturbent. Du point de vue de la protection de la faune sauvage, les Touaregs constituent une espèce nomade de plus dans un paysage en constante évolution. Leurs tentes n'offrent aucune ombre permanente. Leurs chameaux laissent des traces qui disparaissent à la prochaine tempête. Au Sahara, la survie appartient à ceux qui voyagent légers. Et parfois, au bord d'un point d'eau partagé, la frontière entre nature sauvage et nature humaine s'estompe, se muant en quelque chose de plus ancien que les frontières, un pacte silencieux scellé par la soif. Le Sahara a toujours été impitoyable. Il est actuellement en promotion. Non pas à cause de l'orbite, non pas à cause de la lenteur des mécanismes célestes, mais à cause de l'accélération humaine, d'une extraction plus rapide, de limites plus strictes, d'une pression accrue sur un système qui a évolué pour le mouvement. Les systèmes nomades reposaient autrefois sur la mobilité, mais les frontières modernes, la sédentarisation et la croissance démographique peuvent comprimer les troupeaux sur des territoires plus restreints. Lorsque le bétail séjourne trop longtemps dans des zones fragiles, la végétation est détruite avant d'avoir pu se régénérer. Les racines meurent, le sol s'affaiblit. Le vent fait le reste. Le surpâturage ne se contente pas d'éliminer la végétation. Il modifie l'albédo, la réflectivité de surface et la structure du sol. Le sol nu se réchauffe plus vite. La rétention d'humidité diminue. Les micro-habitats s'effondrent. Les populations d'insectes déclinent. Les rongeurs perdent leur abri. Les prédateurs perdent leur proie. La désertification n'est pas toujours brutale. Parfois,
elle est progressive. Quelques arbustes disparaissent, la saison sèche s'allonge légèrement, un corridor de pâturage ne se reconstitue jamais. Le Sahara peut absorber le stress, mais pas indéfiniment. L'Adax est adapté aux milieux arides. Il peut survivre avec un minimum d'eau libre, en extrayant l'humidité des plantes et en conservant chaque goutte grâce à des reins spécialisés. Elle a survécu aux changements orbitaux. Il a survécu au retrait du Sahara vert. Il a des problèmes avec les camions. Les armes à feu modernes et les véhicules tout-terrain ont transformé de vastes refuges en terrains accessibles. Les populations d'Adax ont été drastiquement réduites à des niveaux critiques, ne laissant subsister que des fragments épars là où les troupeaux erraient autrefois. Contrairement aux prédateurs naturels, les moteurs ne se fatiguent pas. Contrairement à la sécheresse, le braconnage ne suit pas des cycles millénaires. C'est immédiat et c'est sélectif. Le Sahara est déjà l'un des endroits les plus chauds de la planète. Le réchauffement climatique n'y génère pas seulement de la chaleur, il l'amplifie. Les températures moyennes augmentent. Les vagues de chaleur durent plus longtemps. Les précipitations sont de plus en plus irrégulières. Lorsque des orages surviennent, ils peuvent être plus violents, augmentant ainsi le risque de crues soudaines et d'érosion. Ce phénomène s'accentue. Des sécheresses plus longues, entrecoupées de fortes averses. Les espèces adaptées aux conditions extrêmes restent soumises à certaines limites. Il existe un seuil thermique au-delà duquel la physiologie se dégrade, les enzymes se dénaturent, les stratégies d'hydratation deviennent inefficaces et la période de reproduction se réduit. Le désert a toujours mis la vie à l'épreuve. Les tests sont désormais plus difficiles et plus fréquents. Pendant des millénaires, le Sahara a oscillé entre abondance et pénurie au rythme lent des mouvements planétaires. Aujourd'hui, il subit de multiples pressions, pâturage intensif, chasse mécanisée et réchauffement climatique. Ce n'est pas la fin de l'histoire, mais c'est un changement de ton. Le désert que nous avons vu évoluer, résilient, cyclique, ancien, se trouve désormais à un carrefour façonné non par les étoiles, mais par des choix. Et le dernier chapitre s'écrit encore. La nuit revient, comme toujours, en silence. La chaleur se dissipe des dunes grain après grain, comme si le désert expirait. Les ombres s'étirent sur le sable qui, quelques heures plus tôt, luisait comme du métal en fusion. Et d'un terrier creusé dans la terre froide, le renard réapparaît. Pas triomphant, pas difficile. Je vis, tout simplement. Leurs oreilles frémissent les premières, leurs antennes paraboliques se tendent au moindre tremblement. L'air se charge désormais d'histoire. Le crissement des coléoptères sur le sable durci, le pas lointain d'une gazelle, le murmure ténu d'une dune qui se reconstruit après le vent de la veille. Le cycle se poursuit. La chaleur reviendra avec le soleil. Elle revient toujours. Le désert brûlera, les insectes disparaîtront sous terre, les reptiles se lèveront à l'ombre et les sabots se dirigeront vers des eaux lointaines, plus dans les souvenirs que dans les yeux. À la nuit tombée, les routes migratoires se redessineront à travers des couloirs invisibles. Les gazelles serpenteront sur les plaines de gravier, les chameaux sillonneront l'horizon, les prédateurs évalueront les distances à la lueur des étoiles. Puis, peut-être des semaines plus tard, le ciel se meurtrira. Une tempête se préparera au loin, hors de vue. Un mur de sable s'avancera. Les empreintes disparaîtront. Les graines attendront en silence. Et s'il pleut, chose rare, violente, miraculeuse, la terre répondra par une verdure soudaine. Les insectes s'agiteront. Les rongeurs se reproduiront avec un optimisme frénétique. Les oiseaux ajusteront leur orientation en plein vol. Ici, rien n'est statique. Tout est une réponse. Le renard se déplace avec légèreté sur une terre qui, au fil des millénaires, fut lac, prairie, dunes et lit de rivières. Sous ses pattes gisent des nappes phréatiques creusées par des pluies millénaires. Autour de lui s'étendent des horizons façonnés par des rythmes orbitaux plus anciens que le langage. Au-dessus de lui gravitent des étoiles qui jadis guidèrent les caravanes et qui guident encore les migrations. Le Sahara n'est pas une erreur climatique, c'est un système d'extrêmes. Et les extrêmes s'affinent. Ils sculptent des corps qui retiennent jusqu'à la dernière goutte d'humidité. Ils engendrent des coléoptères qui récoltent le brouillard, des serpents qui rampent sur le sable brûlant, des antilopes qui marchent des jours durant sans boire. Ils forgent des cultures qui migrent plutôt que de conquérir, qui interprètent le vent comme un texte, qui considèrent l'eau comme un pacte. Ici, la vie ne persiste pas malgré le Sahara, c'est pourquoi il persiste. La pression engendre l'adaptation, la rareté engendre l'efficacité.
La chaleur crée des opportunités, la nuit crée des opportunités. Le renard s'arrête au sommet d'une dune. Le vent lisse ses traces presque aussitôt qu'elles apparaissent. Rien dans ce paysage ne promet la pérennité. La survie n'appartient pas aux plus forts, mais aux plus réceptifs. L'aube viendra. Il le fait toujours. Le sable brûlera à nouveau. Le désert nous mettra encore une fois à l'épreuve. Et quelque part sous la surface, des graines, des créatures et des histoires attendront leur moment précis pour émerger. Le Sahara ne pardonne pas la faiblesse, mais il récompense l'équilibre. Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires.